Donc, je profite de ce petit temps un peu informel pour vous parler de IFRE, qui est donc l'Institut francophone de la relation, qui permet que ce webinaire ait lieu, qui le met en place. Un webinaire qui a lieu tous les premiers mardis du mois, enfin un mardi une fois par mois pour être exact. Et donc c'est une association, IFRE, qui est un organisme de formation qui a été créé en 2004 et puis qui s'est donné comme mission de faire découvrir et d'initier plusieurs approches qui ont été développées donc dans les années 60 aux États-Unis, des approches de thérapie. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode RE, qui permet de développer en gros les compétences relationnelles. Et puis la thérapie par le jeu non directif dont je parlais tout à l'heure, que je pratique, qui, en deux mots, qui part du principe que le jeu est le langage de l'enfant, et ça j'y reviendrai très souvent, son langage naturel, plus que la parole, et donc ça en fait un outil précieux pour avoir accès à des zones thérapeutiques. Et puis enfin, un troisième volet aussi qui est en train de se mettre en place, qui est la thérapie filiale, dont le principe est donc de former des parents ou des adultes qui sont en contact d'enfants, et ça permet d'établir des relations thérapeutiques avec leurs enfants, à dose mesurée bien entendu, c'est pas des thérapeutes au quotidien, mais voilà. Et ça, c'est en train de se mettre en place aussi. Je pense que je peux commencer, rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que, Lisa, on est d'accord? Je peux aborder la problématique? J'attends la réponse de Lisa dans le chat. Ok, elle me donne son feu vert, donc c'est parti. Alors, juste en deux mots, je me présente. Je suis Cécile Sportes, je suis donc thérapeute en thérapie par le jeu non directive, qui est ce qui m'amène ici aujourd'hui. J'ai été formée par IFRE, Lise Natanson et Virginie Lelon, dont je reparlerai à la toute fin. Et puis, je suis aussi gestalt thérapeute, donc pour les adultes et pour les enfants, pour les adultes et les ados, pardon. Les enfants, c'est plutôt en thérapie par le jeu. Et puis, avant ça, j'ai un autre historique. J'ai été instite pendant une dizaine d'années, donc les enfants, je connais un petit peu, dans ce cadre-là en tout cas. J'ai des enfants, je suis moi-même maman, je suis belle-maman même d'un grand garçon, et maman de 2 adolescents maintenant. Et puis, dans ma vie d'encore avant mes enfants, avant instite, j'ai été comédienne et metteur en scène pendant 20 ans, voilà, ce qui ne me rajeunit pas tout ça. Mais c'est aussi la raison pour laquelle le jeu imaginaire et la créativité de l'enfant, c'est des sujets auxquels je suis particulièrement sensible évidemment. Donc ici, c'est plutôt mon expérience de thérapeute que je vais partager avec cette problématique, comment le jeu imaginaire développe la créativité de l'enfant. Alors en fait, pour moi, ça revient un petit peu à se demander comment le jeu imaginaire va permettre à l'enfant de devenir créatif et du coup, de se construire intérieurement. C'est un peu l'idée. Pendant tout ce webinaire, je vais m'appuyer sur ce livre-là, que vous voyez, j'espère, correctement, ici, qui est donc le livre de Donald Winnicott, Jeu et réalité. Alors Winnicott, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pédopsychiatre et un psychanalyste britannique du XXe siècle. Et puis c'est celui qui a parlé, le premier qui a parlé de l'objet transitionnel, donc le doudou. Et ça tombe bien parce qu'ici je vais reparler un petit peu de l'espace transitionnel, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis c'est lui aussi qui a parlé du concept de mère suffisamment bonne. Je mets des guillemets, c'est lui qui utilise ce principe. Voilà. Donc ça va être un peu mon fil rouge, ce bouquin-là. Alors, tout d'abord, le jeu des enfants, qu'est-ce que c'est? Pour Winnicott, en fait, jouer, mais c'est pas un simple loisir. Jouer, ça permet de se construire. C'est un langage, tout d'abord. C'est une manière pour l'enfant de se dire. Il n'a pas forcément des mots, mais il joue. Ça, s'il est dans des conditions suffisamment sereines, il joue, l'enfant. Et donc, là, il nous raconte des choses. Et parfois, c'est même la seule manière qu'il a de pouvoir se dire et pouvoir dire ce qu'il vit.
Et puis c'est aussi un espace où l'enfant va pouvoir penser, où l'enfant va pouvoir ressentir, et surtout, c'est là que je parle de construction, il va pouvoir transformer ce qui se passe pour lui. Si on le regarde attentivement, un enfant, il nous montre exactement là où il en est avec son langage, c'est-à-dire le jeu. Il faut juste pouvoir décrypter ce langage. Et particulièrement avec un type de jeu qui est le jeu imaginaire. Donc pour moi, l'enfant, en jouant, il peut se décharger, il peut se ressourcer, il peut se construire, et grâce en particulier à la créativité. Alors, pour aborder donc cette problématique, je vais d'abord vous dire en quoi pour moi le jeu est un espace de liberté où la créativité justement peut naître. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir un enfant jouer qui triche et puis de vous dire non mais c'est pas bien, il triche là. Bon, moi je suis maman, donc ça m'est arrivé, et puis j'ai côtoyé des enfants entre autres en tant qu'instit, et donc ça m'est souvent arrivé de me dire non mais c'est pas ok quoi. Et puis j'ai un peu grandi avec ça parce que c'est pas si simple. Pour moi, quand un enfant triche, il devient créatif. Alors Winnicott, toujours avec jeu et réalité, je rappelle ce bouquin. Je fais pas de pub, j'ai pas d'action, mais c'est mon fil rouge. Il parle des jeux avec règles qu'il appelle les games, parce que c'est évidemment en anglais, et puis le jeu libre qu'il appelle le play. Donc dans ce webinaire, avec cette problématique, il s'agit évidemment du play, du jeu libre. Et il dit cette chose-là, il dit les règles constituent un cadre, mais c'est aussi en les transgressant, c'est-à-dire en trichant, que l'enfant explore et gagne en autonomie. Pour moi, on est au cœur de la créativité ici. Parce que, alors bien sûr, elle est plus présente cette créativité dans le play que dans le game. Mais dans le game, elle peut surgir justement, puisqu'il y a des règles, au moment où l'enfant va détourner, contourner les règles, tricher. J'aimerais bien, pour étayer mon petit propos là, insister sur un exemple. Donc j'ai une petite fille que j'accompagne. Alors je change tous les noms bien sûr. Enfin, j'espère que je vais pas trop me tromper dans les prénoms. Pour des soucis de confidentialité bien sûr. Une petite fille que j'accompagne, que je vais appeler donc Manuela, et qui a 5 ans. Alors Manuela, ses parents l'emmènent en thérapie parce qu'elle est très introvertie, très effacée, et puis ils se disent qu'elle a peut-être une faible estime d'elle-même. Donc, quand je l'accueille, Manuela, je l'accueille avec la phrase d'ouverture que j'ai avec les enfants qu'on pratique en thérapie par le jeu non directif, qui est bienvenue Manuela pour ton temps spécial, j'appelle ça un temps spécial, ce temps de thérapie. Pendant ce temps-là, tu peux faire presque tout ce que tu veux. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, je te le dirai. Et tu peux dire tout ce que tu veux. Et là, je vois Manuela qui est perdue totalement. Je comprends au bout d'un moment qu'en fait, faire tout ce qu'elle veut, c'est très étranger pour elle. C'est de la liberté, c'est de la place à la créativité. Et là, elle ne sait pas faire. Alors, il y a un silence, un grand silence. Bon, mon cabinet est plein de jeux, bien entendu. Tout est accessible. Et puis, elle commence à aller vers des jeux connus, des jeux qu'elle a chez elle ou qu'elle reconnaît. Et après avoir... oui, elle me parle pendant tout un temps d'ailleurs de ce qui est différent entre chez elle et le cabinet. Ça, c'est une manière de s'appréhender l'espace et de faire avec cette nouveauté-là qui peut la déranger, qui n'est pas très sécure pour elle au départ. Et puis, elle commence à jouer. Et dans son jeu, et dans ses jeux, pendant toutes les premières séances, en fait, elle joue comme il faut. Je mets des guillemets, c'est-à-dire elle fait ce qu'on attend d'elle. Elle déborde pas, elle a un jeu très contrôlé. Elle a bien l'habitude des games, justement, des jeux à règles. Et je comprends qu'elle ne sait pas jouer. Elle ne sait pas, si on ne sait pas, lui dire comment faire. Elle sait jouer, elle sait faire ce qu'on attend d'elle. Mais elle ne sait pas jouer. C'est pas vraiment jouer, ça, pour moi. Alors, il faut dire que dans sa famille, le cadre est très rigide. C'est un foyer où il y a un peu de violence éducative ordinaire, un papa assez autoritaire. Et du coup, Manuela, elle a appris à ne pas dépasser. Et elle
elle fait ce qui est attendu, mais du coup, elle ne crée pas et elle ne sait pas se dire. Elle ne sait pas dire qui elle est avec le jeu. Elle ne trouve pas d'espace pour se dire. Et puis au bout d'un certain nombre de séances, évidemment, elle trouve un petit peu plus de liberté et voilà. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ici, on voit bien comment ce games et comment le fait de respecter les règles, eh ben, c'est l'antithèse de jouer, c'est l'antithèse de la créativité. Et comme dit Winnicott, du coup, sans règles commence la créativité. Se dire librement, chercher sa propre forme. Tant qu'il y a des règles, ça ne marche pas. Tant qu'il y a des règles, l'enfant ne peut pas se dire. Tant qu'il est que dans le respect des règles. Il obéit, mais il ne se dit pas. Bon, Manuela n'en est pas encore à tricher dans ces jeux. Mais j'espère qu'elle y viendra. Voilà. Et bien sûr, j'ai beaucoup d'enfants qui trichent à plein de jeux. Je reviendrai sur cette thématique un peu plus tard. Mais pour moi, c'est effectivement tricher le moyen de commencer à être créatif avec les jeux à règles. Alors, je voudrais juste, quand je parle de créativité, faire un petit focus sur ce que moi j'entends par créativité. Alors, Winnicott, il dit, lui, que le jeu serait à l'enfant ce que la création est à l'adulte. Pour moi, c'est pas aussi extrême parce que justement, je pense qu'il y a une distinction à faire entre la création et la créativité. On n'est pas dans une création artistique, c'est pas l'objet. On est dans une forme de liberté et de se dire. Ça, pour moi, c'est de la créativité. C'est la capacité, la créativité pour moi, à être soi dans ce qu'on crée. Alors, le deuxième point que je voulais aborder ici, c'était comment le jeu imaginaire permet à l'enfant de transformer ce qu'il vit. C'est là où Winnicott il parle d'un espace transitionnel, c'est-à-dire un espace qui serait entre le dedans, donc l'enfant à l'intérieur de lui, et le dehors, l'environnement, les règles, les parents, tout ça, l'école. Et cet espace transitionnel, ce serait, je reprends ces mots, un espace où l'enfant peut se remémorer, vivre à nouveau, fantasmer, rêver, et donc intégrer le passé, le présent et le futur. Alors j'aime beaucoup cet espace transitionnel évidemment, puisque c'est donc un espace d'intégration, comme le dit Winnicott. Cet espace, un espace où l'enfant ressent et où l'enfant digère en fait en quelque sorte et va pouvoir transformer les éléments du dehors avec son dedans, avec sa construction. Et va lui permettre d'intégrer la réalité. Alors c'est quelque chose que je vois ça au quotidien, dans mon cabinet, vraiment au quotidien. Je vais prendre l'exemple de Ninon ici. Ninon, elle a 6 ans, là aussi, j'ai changé le prénom, et son beau-père la qualifie de menteuse invétérée, pour reprendre ces termes. En effet, elle ment, voilà, elle joue, elle triche, elle construit, elle est créative grâce au jeu imaginaire. Alors Ninon a un jeu imaginaire incroyable. Elle est beaucoup dans des jeux, elle est très peu passée par des jeux à règles et des jeux figuratifs, mais très vite elle est arrivée vers des jeux où l'imaginaire a une place incroyable. Donc il est souvent question de rois tyranniques, de mères qui deviennent princesses enfermées dans sa tour et qu'il faut absolument délivrer. Elle-même, elle devient alors tour à tour une héroïne, un chevalier, une méchante sorcière, une petite fille abandonnée. Elle raconte pas sa vie quand elle est dans ces jeux-là. Elle les met en scène. Elle élabore des scénarios, genre film de Bollywood, parce qu'elle chante, oui, une maman chanteuse et un beau-père musicien. Donc la comédie musicale est très présente. Et son papa est indien. Voilà. Donc on a... elle se dit avec ces scénarios très, très Bollywood, très expressifs, très imaginatifs. Et dans cet espace de jeu, elle peut exagérer, elle peut transformer, contrôler, elle peut reprendre du pouvoir sur sa vie, parce qu'elle manque un petit peu de pouvoir sur sa vie et sur son angoisse surtout. Voilà. Pour moi, elle est en train dans ces jeux d'intégrer des éléments de la réalité extérieure, c'est-à-dire ce qu'elle vit, et puis de les transformer pour les rendre supportables et
compréhensible dans son univers, avec son langage. Et elle peut exprimer sa réalité intérieure grâce à ce jeu imaginaire. Donc en fait, pour moi, elle n'est pas menteuse qui est un jugement, elle ne fuit pas la réalité, elle ne ment pas, elle est en train de digérer, elle est en train de transformer, elle est en train d'assimiler la réalité. C'est très différent. Elle travaille beaucoup, Ninon, beaucoup, beaucoup. Et c'est le jeu alors qui rend ses émotions donc, et ses expériences intégrables. Voilà. Alors, troisième petit point, pour avancer, parce qu'évidemment leur fil, hein. Le jeu imaginaire, comment est-ce que c'est pour moi un langage qui est à la fois émotionnel et symbolique? Là, je voudrais prendre appui sur un article que je vais vous citer en partie, donc je vais lire, qui a été écrit par Isabelle Allot et qui est publié par le ministère de la Santé et des Familles, ça a été publié le 27 avril 2026, donc c'est très récent. Et c'est un article qui parle du jeu symbolique, que je trouvais passionnant pour notre sujet-là. Le jeu symbolique qui serait un facteur clé pour la santé mentale dès la petite enfance. Alors elle écrit, Isabelle, le faire semblant, entre guillemets, serait bien plus qu'un simple jeu. Une étude longitudinale internationale montre que la qualité du jeu symbolique chez les tout-petits est liée à leur santé mentale plusieurs années plus tard. Le jeu symbolique, donc, serait une activité structurante. Alors elle explique qu'il apparaît généralement entre 2 et 3 ans, ça c'est ce que j'observe aussi, et il inclut notamment les jeux d'imitation, mais il va plus loin en permettant à l'enfant d'inventer des situations et de transformer les objets. L'enfant y attribue des rôles, détourne des objets et construit des scénarios imaginaires. Ça c'est ce qu'on vient de voir avec Ninon. Et elle dit, ce type de jeu lui permet de représenter des situations, d'explorer des interactions sociales et de donner du sens à ses expériences quotidiennes. Un lien significatif a donc été réalisé avec la santé mentale. Lors de cette étude menée sur plusieurs années, les chercheurs ont suivi plus de 1400 enfants en Australie. Ils ont observé le niveau de jeu symbolique entre 2 et 3 ans, et puis ils ont évalué ensuite la santé mentale entre 4 et 5 ans des enfants, et puis à nouveau entre 6 et 7 ans. Les indicateurs utilisés reposaient sur des comportements observables, tels que les difficultés émotionnelles ou comportementales. Et alors là, on a des résultats étonnants qui montrent que les enfants présentant un niveau plus élevé de jeu symbolique, précoce, donc dans ces 2-3 ans, ont par la suite beaucoup moins de difficultés sur le plan émotionnel et comportemental. Donc le jeu symbolique est bon pour la santé mentale des enfants. Voilà, je pourrais en faire un slogan. Le fait de laisser une place régulière au jeu de l'enfant et au jeu de faire semblant dans des environnements riches et ouverts peut contribuer à soutenir différents aspects du développement de l'enfant, et cela souligne l'intérêt de conditions d'accueil qui favorisent le jeu libre, l'imagination et l'exploration spontanée. Voilà ce que nous dit Isabelle Allot, donc dans son article publié en avril 2026. Pour étayer ce propos, je voudrais parler d'un petit garçon que j'ai appelé Marcel, qui a 9 ans. Marcel, il a des parents qui se séparent et il est pris dans un conflit de loyauté terrible parce que sa maman s'est remise en concubinage avec quelqu'un et elle ne veut pas que le papa le sache. Or, Marcel, il vit une semaine chez papa et une semaine chez maman. Et puis de l'autre côté, on a un papa qui l'utilise aussi un peu, Marcel, comme messager, parce que la communication n'est pas facile. Et puis dans ces messages, il y a des reproches plus ou moins déguisés à l'encontre de la maman, bien sûr. Ça circule. Et bien lui, il a inventé un jeu symbolique récurrent qui vient dire dans mon cabinet, qui pour moi devient très parlant. Il y a 2 camps. Il a barricadé son camp, protégé par une muraille de jouets, de briques, des briques en carton. Tout ça est présent dans la salle de jeu. Et puis, on doit se toucher. Moi, je suis de l'autre côté, dans l'autre camp, bien sûr. Je n'ai pas trop de protection, moi. Mais on doit se toucher avec un ballon. Jeter un petit ballon, jeter d'un camp à l'autre. Et en fait, c'est pas tant de me toucher qui l'intéresse, Marcel, mais c'est de ne pas se faire toucher. Et ça, avec joie. Il y a une joie incroyable au fur et à mesure des séances. Il danse, il chante, il esquive le ballon.
Voilà, il sort de sa muraille régulièrement, il prend des risques, il s'amuse. Et en fait, pour moi, il est en train de danser sur un volcan. Il est en train d'essayer de régler ce conflit de loyauté qui vit entre ses parents. Et puis pour trouver le moyen d'exister, le moyen de se rire, j'allais dire, de rire, oui, et de se dire. Voilà. Parce que il veut éviter ce conflit. Et pour moi, il internalise ce conflit, il se l'accapare avec ce jeu des deux camps qui s'affrontent. Mais il veut trahir personne, ni papa ni maman, bien sûr. Et il veut être OK avec les deux. Et puis sortir de ce conflit interne, externe aussi, et interne. Bon, ça s'est beaucoup régulé cette situation, aussi avec un échange évidemment avec les parents. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec ce camp et cette danse du croco, comme il l'appelle, parce que il dit le croco qui danse, et il fait vraiment du hip-hop avec son croco qui est lui-même. Hein. Il dit rien du conflit de loyauté avec les mots, mais il le dit avec le corps, il le dit avec le jeu, il le met en scène, quoi. Et il cherche sa liberté, sa voie, lui. Il évite la guerre de ses parents là-dedans, enfin il la rejoue, mais donc il se met pas en mode guerrier, il n'est pas dans l'agressivité, mais il la rejoue, cette agressivité qui circule. Et puis surtout il déplie sa joie qui lui permet de ressortir triomphant de cette situation qui est assez intenable. Pour moi, on est dans une forme de langage symbolique et évidemment éminemment émotionnel. Voilà, je voudrais aborder aussi un petit peu comment le fait de créer permet de transformer les émotions désagréables. Là, je voudrais faire un petit focus, parce que souvent, quand on pense créativité, on pense joli, beau, artistique. Hein. Et puis, et c'est là où je vous disais, on pense plus création que créativité, selon moi. Mais créativité, comme je vous disais, pour moi, c'est la capacité qu'un individu a à créer, à imaginer et puis à réaliser quelque chose de nouveau. Hein, c'est la définition du dictionnaire, ça. Donc pour moi, c'est bien transformer, ouvrir de nouvelles voies. Et c'est ce que l'enfant fait quand il joue. Et parfois, c'est pas du beau et du joli. Alors j'ai vu des parents qui s'alarment, qui sont un peu inquiets à voir leur enfant jouer à faire mal ou à tuer, à des jeux de guerre, et puis voilà, avoir des jugements là-dessus, c'est pas bien, c'est violent, voilà, je vois ça aussi avec les maîtresses dans les cours de récréation qui demandent aux enfants d'arrêter de jouer à ça. Mais les enfants, ils jouent à ça, donc ils règlent leur conflit interne avec ça. Et parfois, il y a des émotions qui ne sont pas faciles à digérer, hein, qu'on appelle les émotions, on les nomme, on les définit comme désagréables. Donc là, je pense quoi? Je pense à la honte, je pense à l'agressivité, bien sûr, mais aussi à la peur, à la pression, au sentiment d'impuissance. Et là, je voudrais parler un tout petit peu de Juliette. Juliette, elle a 7 ans. Elle a une maman qui est maîtresse d'école, l'enfant est 10, donc pas simple. Elle est en CE1 donc. Puis elle a un papa qui est entraîneur sportif, beaucoup dans la compétition, dans la performance, la compétence, c'est un vrai compétiteur. Et donc la performance elle est centrale dans cette famille et c'est pas simple pour Juliette qui est 10 et qui n'est pas forcément en grande réussite scolaire. Et pourtant elle met beaucoup d'énergie à réussir, beaucoup. Et moi la sensation que j'ai c'est qu'elle subit beaucoup de pression. Et dans mon cabinet, au départ, elle est très sérieuse, elle rit pas beaucoup, énormément de contrôle. Et puis, au bout de quelques séances, il y a le jeu imaginaire qui arrive. Et le jeu imaginaire, je vous le donne en 1000, elle veut jouer à la maîtresse. Hein. Et puis, on dirait que tu serais l'élève et puis moi la maîtresse, me dit-elle. Et donc, sa maîtresse, petit à petit, elle devient tyrannique, insupportable, odieuse, humiliante. Voilà. Petit à petit, on bifurque de la maîtresse à un médecin qui me vole, qui me dépouille. Je me retrouve en culotte dans son cabinet. Enfin, pas en vrai, hein, mais elle me dit de faire semblant de me déshabiller. Elle me vole tout mon argent. Elle m'humilie. Enfin, elle me crie dessus. Voilà. Pour moi, elle me raconte son conflit intérieur, elle me raconte ce qu'elle vit, comment elle le vit. Et bien sûr, c'est pas rose, c'est pas joli, c'est pas du beau. Mais elle résout grâce à ce jeu.
Et c'est pour moi des moments extrêmement précieux. Elle met en scène, comment dire, une forme de violence intérieure qu'elle vit, qui est liée à la pression, qui est liée à la peur de mal faire, au sentiment d'être jugée peut-être, sans doute à la honte, peur de décevoir. Enfin voilà, il y a un mélange de tout ça, et puis qu'elle exprime pour moi dans son jeu. Et elle l'exprime en changeant de posture, donc en reprenant du pouvoir. Elle passe de celle qui subit à celle qui agit, donc elle devient sujet. Et elle ne devient pas violente, non, non. Elle reprend du pouvoir sur ce qu'elle vit intérieurement. Elle met en forme quelque chose de violent qu'elle a en elle et dont elle ne sait pas quoi faire. Et de jouer ce personnage cruel devient une manière de reprendre du pouvoir sur ce qu'elle vit intérieurement. Pour moi, ça c'est de la créativité. C'est une grande créativité. Inutile de vous dire que dans mon cabinet, je me fais souvent tuer, démembrer, empoisonner, couper la tête, éviscérer, je vous en passe, hein, avec toutes sortes d'armes très inventives parfois, toutes sortes d'onomatopées, de mots aussi. Hein, et là, je me dis, chouette, chouette, l'enfant il est en train de symboliser sa violence, il la transforme, il crée, et ça c'est chouette. Dernier petit point vite fait, parce que je suis très en retard bien sûr. Comment le jeu imaginaire est un chemin de libération et de construction de soi. Et là, je voudrais juste faire un petit focus sur la honte. En prenant exemple, Léon. Léon, il a 8 ans. Et Léon, il compte tout. D'ailleurs, il adore Picsou. Il est très attaché à l'argent. Son père est banquier, hein, au passage. Et il se moque, il humilie beaucoup, donc c'est compliqué avec ses camarades, c'est compliqué avec l'autorité aussi à l'école. Et moi, c'est ce qui me donne à vivre. Et donc, je voudrais juste dire que son jeu symbolique à Léon, il a consisté à jouer au Monopoly. Enfin, il a plein de jeux, mais entre autres, ce Monopoly, où en moins de 5 minutes, je me retrouve sous une pluie de billets qu'il a gagné, lui, bien évidemment, hein, et où il m'a fait passer par toute forme d'humiliation, de déculotté, de perte, voilà. Et d'ailleurs, dans le jeu, je lui ai dit, je vois que c'est très important pour toi, hein, de gagner. Et il m'a dit non. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre. Et ça, pour moi, ça raconte ce qu'il est en train de vivre intérieurement. Et pour moi, Léon, avec son jeu du Monopoly où il gagne, il reprend du contrôle. Et puis, il me montre comment il essaye de composer avec une honte profonde qui circule dans la famille, qui est très présente, avec ce jeu créatif, avec ce jeu où il reprend du pouvoir. Et il y a beaucoup de joie et ça lui fait un bien fou. Et là, c'est clairement un processus de développement, un processus psychique qui est vital pour lui, de se sortir de cette honte. Voilà, en gros. J'espère avoir répondu avec mes moyens à cette problématique, donc, en disant que l'enfant, il s'offre un petit espace de liberté avec le jeu imaginaire, sécurisant, hein, puisqu'il est dans un endroit où il joue, c'est pas pour de vrai, et où il peut transformer ce qu'il vit intérieurement. Et où il expérimente différentes postures, il réorganise la réalité, il symbolise ses émotions, et comme ça, il sort de ses conflits internes et il existe autrement, grandit. Bon, j'espère qu'après ce live, vous verrez plus jamais le jeu des enfants du même œil. Alors, je vais répondre à vos questions avant de vous rappeler, je vous rappellerai ça à la fin. Et j'ai des petites questions qui sont arrivées dans le chat. Alors, j'ai une question de Karine. Jusqu'où est-ce qu'on doit laisser les enfants tricher et que leur dire? Alors, oui, très bonne question. Ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut qu'il digère ce qu'il a à digérer, pour moi, il n'y a pas de limite à la triche. Si on veut être dans un enjeu pédagogique, de lui apprendre les règles de comportement avec les autres, de comment fonctionne ce jeu, etc., là, on lui apprend les règles. Voilà. Et là, on revient sur les règles basiques, sur ce que c'est. Donc, ça dépend de l'enjeu qu'il y a.
Si en revanche, on est dans un... Pour moi, quand il triche, quand même, l'enfant, il essaye de se dire. Donc c'est toujours à écouter quelque part. Moi, quand l'enfant triche, ce que j'accueille, mais bon, mon volet est thérapeutique, hein, encore une fois, ça va être, ah bah je vois à quel point c'est important pour toi de gagner, hein, ou là, tu n'aurais pas tellement envie de perdre, hein, alors tu cherches tous les moyens de gagner, hein, même si c'est en contournant un petit peu les règles. C'est-à-dire, je lui fais remarquer que j'ai vu qu'il avait triché, mais j'insiste pas là-dessus. Et puis lui va me dire quelque chose là-dessus. Et peut-être que je peux faire des hypothèses sur ce qu'il vit. Peut-être je peux lui dire oh, ça te ferait peut-être honte de perdre. Hein. Puis il va me dire hein, oh, tu te sentirais trop frustré si tu gagnais pas. Hein. Oui, j'aime pas perdre. Ou non, pas du tout. Bon, il faut faire d'autres hypothèses. Voilà, moi je tâtonne pour essayer de savoir ce qu'il y a derrière. Mais je cherche. En général, j'essaye d'accompagner ce que veut dire cette triche. Mais je ne suis pas dans un enjeu pédagogique, là. Je suis dans un enjeu thérapeutique, ce qui n'est pas tout à fait la même posture, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Karine. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Merci Isabelle pour ton retour. Ah, oui, j'ai répondu à la question. Bon, super. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, il est 13h05. Je voudrais juste rappeler le petit calendrier d'IFRE. Vous dire d'abord un grand merci de m'avoir écouté. Voilà. J'étais contente de faire ce webinaire, exercice particulier. Vous dire aussi que je serais ravie d'accueillir les enfants ou les adultes ou les ados d'ailleurs, même si c'est pas en thérapie par le jeu, c'est en gestalt thérapie dans mon cabinet qui est à Saint-Médard-en-Jalles. Et puis rappelez les rendez-vous d'IFRE. On a un prochain webinaire à venir le 7 juillet, dont le titre est « Dis-moi à quoi tu jouais enfant et je te dirai qui tu es ». Et c'est Lise Natanson qui l'anime. C'est ma formatrice extraordinaire, Lise Natanson. Voilà. Que je salue au passage. Et puis, il y a un atelier sur la thérapie par le jeu non directive qui a lieu le 10 juillet de 9h à 17h et il est ouvert à tous. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez vous inscrire sur le site d'IFRE. L'atelier s'intitule « Le jeu non directif et la thérapie par le jeu non directive », donc animé par Lise Natanson et Virginie Lelon, qui sont les deux formatrices avec lesquelles j'ai suivi moi la formation en thérapie par le jeu. Enfin, il y a du 10 au 13 septembre une formation qui est intitulée « Conduire des séances de thérapie par le jeu non directive auprès d'enfants ». Et ça a lieu à La Morlaix, c'est en banlieue parisienne, en grande banlieue parisienne, il me semble, j'espère que je ne dis pas de bêtises, dans le 95, il me semble, avec Lise et Virginie, toujours, voilà, qui vont vous accueillir avec chaleur, comme elles le font. Et ben voilà, je vais vous dire aussi le site d'IFRE, il a été mis sur le chat, je pense que vous y avez tous accès, c'est www.institut-relation.fr. Merci Lisa pour le rappel du site. Et bien, ma foi, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais m'arrêter là. Vous remercier beaucoup de votre présence. Et puis, vous souhaitez beaucoup de joie avec les enfants que vous allez côtoyer, beaucoup de jeux, beaucoup de créativité, pas de création, de créativité au quotidien avec eux et de les soutenir, de les accueillir parce que les enfants, c'est une joie en soi. Merci beaucoup à tous et il y a Lisa qui me dit que le replay donc vous sera envoyé dans les prochains jours. Voilà. Je vous souhaite une très agréable fin de journée. Merci. Merci Aurélie. Au revoir.